On a tous le droit d'être heureux. Et peut-être que parfois, être heureux, c'est accepter de ne pas l'être. Parce que la vie est faite ainsi, de bons et de mauvais moments. Parfois, il faut aussi s'autoriser à l'être, mais surtout, il faut juste ouvrir un peu plus grand les yeux, car souvent le bonheur est juste là. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des podcasts où aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Valentine afin de parler de bonheur ou plus précisément comment s'autoriser à être heureux. Bonjour Valentine, comment vas-tu? Bonjour Céline, bah écoute, ça va très bien, ça me fait très plaisir de pouvoir être là avec toi, donc merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation et je suis hyper heureuse qu'on puisse enfin le faire depuis le temps qu'on s'était dit effectivement que tu viendrais sur le podcast. Je vais commencer par te laisser un petit peu te présenter pour qu'on puisse savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Oui, alors c'est une grande question. On va dire pour résumer que, bon déjà je suis Valentine, j'ai 23 ans et moi ce qui me tient vraiment à cœur et ce qui m'anime dans la vie, c'est de comprendre un peu, comment est-ce qu'on fait pour, s'épanouir? C'est quoi les clés de notre bonheur et surtout, ben, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir plus conscience aussi de l'épanouissement de l'humain dans la société, qu'est-ce que ça apporte? Et du coup, ben, concrètement, j'ai plusieurs casquettes, que ce soit chargée de mission dans une association, bras droit aussi de Ludovic avec qui on accompagne des entrepreneurs, à se lancer, à impacter aussi la vie de leurs clients, de la vie du monde. Et puis aussi, ben, mon projet média, surtout le principal, qui s'appelle du coup Awake, le média qui éveille, où j'ai du coup un podcast, un premier documentaire en cours de création et le but, c'est aussi après, d'amener tout ça sous format atelier pour venir s'approprier, toutes les notions qui sont véhiculées dans le média. Voilà un très gros résumé. Oui, mais c'était très bien résumé. Merci beaucoup. Je vous invite grandement, de toute façon, je mettrai bien évidemment à la fin de l'épisode tout ce qui te concerne dans le descriptif, mais je vous invite grandement à aller effectivement voir la page de Valentine par rapport à tout ce dont on vient d'énumérer et qui est hyper intéressant et enrichissant, je trouve aussi par rapport à ta cible publique, tu vois, de jeunes générations. Et j'ai bien aimé aussi le fait, tu vois, que tu dises que tu as plusieurs casquettes, parce que je pense que justement, vous ferez partie, enfin je dis vous, parce que c'est vrai que moi je suis une autre génération maintenant que j'ai passé la barre des 30 ans, mais voilà, de cette génération qui va justement s'éveiller vis-à-vis de toutes ces choses-là et qui sera plus à même de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice, si je peux dire ça comme ça, au niveau du monde, au niveau de la société ou autre. Donc c'est super, je pense, de pouvoir le définir comme ça et de pas en avoir peur aussi, parce que c'est vrai que souvent, tu sais, on peut se dire, oui, mais si je suis multipotentielle ou que je me mets dans ce genre de case, etc., ça veut dire que je suis pas quelqu'un de stable, ça veut dire que je peux pas aller au bout des projets, etc. Mais je pense pas que ça soit le cas. Enfin, tu me diras si tu penses le contraire ou pas, mais au contraire, je pense que c'est important de pouvoir le valoriser et de le normaliser aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est un peu toute ma quête aussi, tu vois, même avec le média, de se dire: «Mais en fait, comment est-ce qu'on sort un peu de ce conformisme qu'on nous enseigne enfin, oui, qu'on nous enseigne à l'école?» Moi, j'aime bien l'image, tu vois, de dire que l'école fait de nous un produit transformé, voire ultra transformé, où au final, on se ressemble tous et puis après, c'est là où la vraie quête commence de dire: «Mais finalement, qui je suis?» Donc bon, moi, mon sujet, c'est de dire: «Bah, comment est-ce qu'on peut faire ça dès l'école? Pourquoi pas attendre après?» Mais je suis d'accord avec toi que oui, c'est important en fait de pouvoir montrer que d'autres voies sont possibles et qu'on peut réellement être tout ce qu'on a envie. C'est pas juste une phrase bateau. Il y a 1000 et une manières de penser notre vie, notre quotidien, d'expérimenter les choses, de voir en fait juste de kiffer et j comme je l'ai dit, expérimenter pour moi c'est le truc le plus important parce que c'est ça aussi qui nous permet de collecter des données sur nous-mêmes pour savoir, ben, en fait ça me correspond, ça me correspond pas, cette manière de faire là, elle est bonne pour moi, celle-là non et pouvoir en fait simplement tester au lieu de passer notre temps à se dire: «Ah et peut-être que si et peut-être que ça. Ah et si jamais je fais ça?» Bah, fais-le et puis tu verras bien. Ouais, totalement. Puis, en fin de compte, finalement, c'est un peu ça. Enfin, moi, je trouve que le sens de la vie, c'est justement de faire preuve d'expérience, quoi, tout simplement. Donc après, je trouve ça aussi intéressant que tu dises que, tu vois, enfin, comment dire, de pas attendre, tu vois, pour le faire. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à prendre conscience de ce genre de choses quand on passe un certain cap, que ça soit des situations, des épreuves de la vie, etc., mais aussi au niveau de l'âge, tu vois, à partir de 30 ans, à partir de 40 ans, où on vient se poser cette question-là, alors que non, bah, pas forcément. On n'est pas obligé d'attendre de passer ces caps-là pour pouvoir se poser la question et justement sortir de ce conformisme, comme tu dis, qu'on a eu depuis tout jeune, en fait, et de par l'école, etc., quoi.
Donc merci pour ça. Si on en revient un petit peu au sujet de la thématique de ce podcast aujourd'hui, où moi je voulais aborder surtout la question de bonheur et le fait de s'autoriser à être heureux, comment toi tu pourrais me définir le fait d'être heureux? Et aussi, est-ce que tu pourrais dire à l'heure actuelle que tu es heureuse toi dans ta vie du coup? Ah oui, je suis heureuse dans ma vie. C'est un grand oui. Après, comment le définir? Je pense surtout que c'est propre à chacun. Mais moi, je sais un truc, par exemple, qui... Enfin, en tout cas, comment moi, je le capte. Peut-être que du coup, ça peut résonner aussi avec celles et ceux qui nous écoutent, mais c'est chacun son ressenti. C'est déjà, en fait, à quel point j'arrive à faire preuve de gratitude dans mes journées. Et je sais qu'en fait, généralement, quand j'arrive à être reconnaissante de ce que je suis en train de vivre sans devoir me forcer à me dire, tiens, et si maintenant je citais mes trois gratitudes, ben, c'est que j'ai un niveau de bonheur plus grand à ce moment-là, en tout cas, que les jours où je dois réfléchir à quoi j'ai envie de dire merci. Mm. Et aussi un autre truc qui peut paraître bizarre, mais je pense que c'est aussi lié avec le bonheur qu'on recherche, c'est souvent, je me couche le soir et je me dis, c'est OK si je meurs cette nuit. C'est OK, je suis satisfaite de ma journée, je suis en paix avec moi-même, avec mes proches, avec comment je mène mon quotidien. C'est pas grave si ça s'arrête demain, quoi. Et pour moi, c'est un paramètre aussi de me dire, ben, j'ai fait ce qu'il faut aujourd'hui pour être contente de ma journée, pour avoir vécu. Et c'est important pour moi de dire, de souligner aujourd'hui Mm. parce que ça, c'est lié un peu avec la projection aussi dont on parlait avant. Mais pour moi, tu vois, on parle beaucoup de ma vie de rêve, de quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, machin. Sauf que moi, j'aime bien dire que bah, notre vie de rêve, c'est en fait un quotidien de rêve. Mm. C'est chaque jour qu'on passe et c'est pas un beau jour, on aura notre vie de rêve. C'est déjà aujourd'hui, c'est la vie qu'on a. On ne sait pas si on sera encore là demain, dans 3 heures, dans 3 ans, on n'en sait rien du tout. Et on a tendance beaucoup à prendre ça pour acquis. Et moi, je trouve que elle est là, cette quête du bonheur, et c'est justement une quête parce que c'est un cheminement d'expérimentation en expérimentation aussi, de dire, bah, mon temps, il est là, mais il n'est pas infini. Comment aujourd'hui, déjà, est-ce que je peux l'exploiter d'une manière qui, ben, moi, me fait du bien? Et ma manière à moi que ça me fait du bien, c'est pas la manière de tout le monde. D'où l'expérimentation importante, comme on disait avant aussi, pour voir ce qui nous correspond à chacun. Tu me mets carrément une claque, Valentine, je trouve, parce que par rapport à... Encore une fois, comment dire, j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas d'âge forcément, et c'est là que tu te rends compte que justement, il n'y a pas de barrière de l'âge par rapport à la maturité. Mais je trouve ça juste dingue, le discours que tu as quand même, malgré tout, à 23 ans. Et cette prise de recul par rapport au fait que, comme tu dis, en fait, tu as complètement compris et pris conscience pleinement que, bah, en fait, ta vie, tu sais que t'as pas besoin d'attendre pour justement avoir le bonheur ou la gratitude ou quoi que ce soit, parce qu'elle est déjà là, en fait. Toi, tu as compris que le bonheur, il était déjà, en fait, sous tes yeux, que tu as simplement juste ouvert les yeux, tu vois, parce que souvent, c'est vrai que les gens se rendent pas compte aussi que la plupart du temps, bah, il est déjà autour d'eux. Ou alors que, comme tu dis, qu'ils se projettent et qu'ils attendent d'avoir ci ou d'avoir ça, d'avoir atteint tel but, tel objectif. Alors que finalement, est-ce que la quête du bonheur, effectivement, ce serait pas ça, juste se reconnecter à ce qu'il y a autour de nous et tout simplement prendre conscience. Donc franchement, déjà rien que pour le début, tu me mets les frissons par rapport à ce discours parce que je trouve ça vraiment très beau et très impactant, en fait, d'avoir ce retour-là. Ouais, ouais. Mais tu vois, ça me fait penser, je sais pas, tu as peut-être déjà vu passer aussi sur Instagram ou quoi, parfois on voit ce genre de phrase de dire quand tu vis dans le passé, c'est que tu. Enfin, quand tu es déprimé, c'est que tu vis dans le passé, quand tu es anxieux, c'est que tu vis dans le futur. Donc, bien sûr, le moment présent, il est important. Mais en fait, aussi, je trouve ce qui peut nuire d'une certaine manière à la quête du bonheur, c'est déjà de penser qu'il y aura que du bonheur, alors que bon, c'est comme l'ombre et la lumière, voilà. Et tu peux pas ressentir du bonheur sans ressentir aussi de la tristesse et du malheur d'une certaine manière. Mais surtout, l'instant présent ne fait pas tout non plus. Et ça, c'est un peu je vais pas dire un cliché, peut-être que c'est ça Un le mot, je suis pas sûre. Un leurre, ouais, une tromperie du développement personnel, on peut dire ça, qu'il suffit pas de s'asseoir en tailleur, de méditer et que c'est bon, on sera heureux, quoi. L'instant présent ne fait pas tout. Et moi, c'est une interview de Charles Pépin sur le podcast de Louise Aubry, In Power, qui m'a vraiment aidé à comprendre ça. C'est en fait l'intérêt de notre passé aussi dans ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on a généralement tendance à le rejeter, ou alors quand on est le nez coincé dedans, ben, on veut juste s'en défaire. Ou alors, ça devient notre identité d'être déprimé. Euh, alors qu'en fait, c'est un bagage hyper précieux qui peut nous servir justement
à dire aujourd'hui, ça me plaît, ça me plaît pas. Comme on disait avant, tu vois, c'est des données qu'on a déjà collectées et qui nous permettent juste de mieux choisir aujourd'hui qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais donc, c'est précieux. Si on n'avait pas ça, ben, c'est comme si on avait une boussole en moins, en fait, pour nous indiquer comment est-ce qu'on avance vers ce qu'on connaît pas et ce qu'on désire potentiellement, quoi. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à arriver directement à avoir ce discours-là, tu vois, un petit peu sur le bonheur? Enfin, j'imagine que ça va avec ta personnalité, mais est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu ton parcours, les étapes d'après toi qui t'ont aidé ou par lesquelles t'es passé pour justement arriver à switcher un peu ce mindset de se dire je m'autorise à être heureuse et tu vois, peu importe justement ce qui s'est passé ou les choses que j'ai pu expérimenter, je suis OK, je suis en paix avec ça. Hmm. Ben, un gros déclic que j'ai eu, Euh, et après, je te dirai le reste. On va faire dans l'ordre chronologique où ça m'est arrivé à l'esprit, en tout cas. C'est déjà, en fait, quand je suis partie en Finlande, donc après ma terminale, je suis partie pendant 5 mois en Finlande. Donc j'avais tout juste 18 ans. C'était la première fois que je partais aussi loin et aussi longtemps aussi de chez mes parents. Surtout que ben, moi, ma famille, c'est très précieux. Enfin, on est six. J'ai trois petits frères et sœurs. On est vraiment très soudés, on va dire. Donc, bah, c'était aussi un saut dans le vide de partir comme ça. Puis à ce moment-là aussi, j'avais un petit copain, etc. Enfin bon, c'était une grosse sortie de zone de confort de dire je vais en Finlande, mais c'était déjà mon envie d'aller explorer le système éducatif qui était présente, puisque j'avais toujours envie de devenir institutrice primaire. Donc, je m'étais dit, bah, je vais aller voir le système éducatif en Finlande, etc. Et là-bas, rien ne s'est passé du tout comme prévu. J'étais partie pour un projet de volontariat, travailler dans une association, et sur le papier, c'était écrit que j'allais donner des cours de cirque à des jeunes, m'occuper d'un studio cinéma, d'enfants migrants, etc. Donc j'étais là, ok, très cool. Moi, j'ai fait du cirque pendant 13 ans, donc ça va. Enfin, tout était ok, mais je pensais arriver, tu vois, dans une maison de jeunes ou quelque chose comme ça. Au final, la dame, elle vient me chercher, et là, je comprends que l'association, c'est juste elle. Mais juste elle, zéro matériel, zéro lieu, zéro contact, rien du tout. Juste une femme. C'était là. Bon, bah ok, ça commence bien. Donc en plus de l'inconfort d'être toute seule là-bas, de parler anglais avec un niveau de terminal, donc pas foufou du tout, que eux, c'est pas l'anglais non plus leur langue natale, donc il fallait qu'on arrive à se comprendre. Et en plus, elle-même, elle était russe, qui vivait en Finlande. J'étais là, ok. Et en plus, il va falloir que je me démerde à faire ce projet-là, à trouver du matériel de cirque, parce qu'on avait du budget de l'Europe, comme c'est un projet volontaire, mais pas énorme, et le matériel de cirque, ça coûte cher. C'est moi qui ai dû aller dans les écoles des marchés, demander s'ils avaient des salles, des cours de cirque. Enfin, c'était en mode, voilà, t'es en Finlande, mais maintenant, tu te démerdes, quoi. Donc, j'étais là, ok. Mais en fait, j'aime bien dire là-bas que j'ai fait la plus belle rencontre de ma vie, c'est moi. Parce qu'en fait, c'est en étant toute seule là-bas que j'ai compris que j'existais, moi, au-delà du regard des autres, en fait. Au-delà de Valentine, la petite amie, Valentine, la fille, la grande sœur, la pote, etc. Bah, en fait, j'étais moi et j'avais des ressentis, j'avais des opinions qui étaient valides, valables. Je méritais qu'on fasse attention à moi, et surtout que moi, je fasse attention à moi, en fait. Parce que c'est en étant là-bas et en me disant, mais en fait, personne autour de moi ne comprend ce que je vis. Mm. Je connais personne qui est parti faire un voyage à l'étranger, etc., ni dans cette situation-là, à part la personne qui se trouve dans mon miroir. Mm. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de ah, mais oui, t'es là, toi, en fait. Bonjour. Tiens, et si on s'écoutait un petit peu plus et qu'on vivait cette expérience ensemble? Et donc, c'est là où, disons que j'ai appris déjà à moi me connaître. J'aime bien dire un peu là. Que c'est ben, la ville où je suis née, en fait, avec conscience de moi qui je suis, et où j'ai commencé aussi à développer ce dialogue avec moi-même, on va dire, que je cultive aujourd'hui au quotidien, tu vois. Ça m'arrive très souvent d'aller parler devant mon miroir, ou de me faire la conversation toute seule, rien que parce qu'en fait, ça m'aide justement à avoir, comme tu disais avant, cette vue d'ensemble aussi, et de juste bah, sortir de ma tête et des ruminations que je peux avoir, le dire tout haut, ça m'aide aussi. Mais donc, ouais, ce voyage en Finlande là, très, très porteur. Et après, le deuxième gros déclic, donc après la Finlande, bon, je n'ai pas fait un style primaire, je me suis rendu compte que le monde était plus grand qu'une salle de classe, qu'il y avait autre chose à voir, à découvrir, et que du coup, j'avais plus de potentiel aussi que ce que je pensais. Donc, j'ai fait des études de communication.
Et puis ensuite, ben, en mars 2020, c'était bien sûr le Covid et tout ça, mais aussi au même moment, mon papa se fait diagnostiquer d'un burn-out. Et donc, bah, il était avec nous à la maison, mais ça faisait déjà 1 an ou 2 qu'il avait des maladies, mais tu vois, les maladies un peu psychosomatiques, etc. Et donc, bah, il n'était pas dans son état normal. Et en fait, ça fait que moi, je voyais, on va dire, une vie se dégrader à côté de moi au quotidien. En plus, une figure paternelle qui est très précieuse pour moi, etc. Quand il s'est fait diagnostiquer comme ça et de le voir bah, vraiment dans cet état de... Ok, nous, on était en confinement, mais lui, il était en convalescence, donc c'était aussi différent. Mm. De le voir comme ça, genre sans joie de vivre, sans pouvoir reconnaître l'amour qu'il y a autour de lui, vraiment comme s'il n'était plus dans sa vie, tout simplement, ben, en fait, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'on doive, entre gros guillemets, attendre 45 ans et un burn-out pour se rendre compte que on ne vit pas notre vie à nous? Comment c'est possible, en fait, d'en arriver là dans une société aujourd'hui qui est tellement évoluée, qui a tellement plein de trucs, qu'on passe autant d'années à l'école à nous transmettre des choses, etc. Comment c'est possible, quoi? Et donc, à ce moment-là, j'ai déjà voulu comprendre bah, c'était quoi le burn-out, comment est-ce qu'on en arrive là. Et donc, je suis tombée sur le joli podcast de Chloé Bloom, qui avait fait un épisode sur le sujet. Et ensuite, bah, j'ai passé tout mon confinement à dévorer du développement personnel, que ce soit des podcasts, des vidéos, des livres. Et j'étais vraiment dans cette, comment dire, cette euphorie de dire, mais c'est incroyable tout ça. Jamais on m'avait dit que ça existait, tu vois, tout le monde doit le savoir. Donc voilà, je mangeais tout ça, et puis là j'étais là en mode, ok, en fait je sais qu'est-ce que je veux faire. Moi je veux que ça change le système éducatif. Parce que si on veut que le monde de demain il aille mieux, c'est des dirigeants qui vont mieux, et les dirigeants de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Et donc comment est-ce qu'on peut apprendre différemment aux enfants pour qu'ils considèrent aussi l'importance de leur santé mentale, de qui ils sont, de découvrir leur potentiel, et tout ça, quoi. Donc ça, c'était vraiment le déclic conscient, on va dire, à ce moment-là, de me dire, mais c'est pas possible, en fait, il faut que ça change. Donc ça, je crois que c'était une belle preuve aussi de me dire, de reconsidérer, en fait, la vie et Mm. de qu'est-ce que ça... la valeur de notre vie, en fait, ici. Et après, j'ai compris seulement, ouais, 2, 3 ans plus tard, là, bah, l'année passée. J'ai compris l'année passée, tu vois, en revenant de Bali, ma superbe expérience. J'ai en fait compris que c'était un truc que j'avais eu depuis toute petite. Parce que si tu veux, j'ai connu la mort très jeune dans ma famille. Tu vois, j'avais, je pense, 5, 6 ans quand mon grand-père il est décédé. Puis j'avais des proches, allez, des tantes, etc., qui n'étaient pas du tout en bonne santé mentale, tu vois, suicidaires, etc. Et où du coup, j'ai été assez rapidement confrontée à des gens qui voulaient eux-mêmes sauter la vie. Mm. Et du coup, l'année passée, j'ai compris en fait c'était quoi le lien et pourquoi est-ce que j'avais une volonté si grande de vouloir dire aux gens, mais la vie est belle, mais ça vient de l'intérieur d'abord, tu vois. Ouais. Donc voilà un petit peu. Merci en tout cas pour ce partage, vraiment, et pour ta sincérité. Et je te rejoins et je rebondis par rapport au fait de, comment dire ça, de connaître un peu plus près la mort de nous, puisque moi c'est pareil aussi. Je l'ai connu quand même assez jeune et assez rapproché. Et pareil, tu vois, avec un côté de ma famille avec une santé mentale très fragile, avec des côtés voilà, dépressifs, etc. Et pour autant, là où je veux faire la différence, c'est que tu vois, je pense qu'il y a vraiment un côté de caractère et de personnalité. Parce que moi, à l'inverse, j'ai plus de mal, tu vois, pour être vraiment plus vulnérable de ce côté-là. J'ai pas tout de suite eu le même discours que toi, tu vois, pourtant, en ayant vécu certaines épreuves ou en ayant vu certaines personnes autour de moi aussi sombrer ou sauter la vie ou quoi que ce soit, j'ai toujours dû me forcer, tu vois, à justement avoir un peu ces pensées positives, à manger à balles de dev perso pour comprendre et avoir cette prise de recul, etc. Donc je pense qu'il y a quand même effectivement un côté ouais, de la personnalité et du caractère qui rentre en compte pour avoir quand même à un moment donné un mindset assez fort. Je sais pas si c'est vraiment, tu vois, le mot, mais pour arriver justement à se dire, bon, ok, la vie, elle est belle, effectivement. Et du coup, j'ai pas envie, moi, de refaire les mêmes erreurs que les autres personnes ou justement des images que j'ai pu avoir, etc. Donc, tout ça pour en revenir aussi au fait et rebondir sur une autre question par rapport à tout ce dont tu partageais vis-à-vis de ton parcours et ce qu'on vient de redire juste ici. Est-ce que toi, du coup, après avoir eu ces prises de conscience-là, de par les voyages, de par ton papa, etc., tu
comment dire, pas changer radicalement ta vie, mais est-ce qu'il y a des choses qui se sont mis après que tu aies développé ce développement personnel, etc., ces prises de conscience, est-ce qu'il y a des choses que t'es mis en place qui ont été quand même complètement différentes de ce que tu pouvais avoir avant dans ta vie par rapport à ce switch-là un petit peu mental? Quelles ont été ces choses-là dans ton quotidien que tu aurais pu mettre en place? Et si c'est pas forcément le cas, bah, quel a été l'impact, on va dire, le plus probant dans ton quotidien qui a changé vis-à-vis de ça? Je sais pas si ma question était très claire. Si je pense, bah, un peu de voir, oui, si mes prises de conscience, elles se sont, enfin, de quelle manière elles se sont manifestées concrètement dans le Ouais, quotidien. ouais, c'est ça. Bah, déjà, pour rebondir avec ce que tu disais avant, je pense aussi, oui, que c'est une question aussi de personnalité, déjà, dans nos gènes. Tu vois, même par exemple, le fait qu'on soit pessimiste ou optimiste, bah, ça change aussi beaucoup notre perception de la vie, forcément. Mais tu peux être un pessimiste heureux et un optimiste malheureux, ça n'empêche rien non plus. Donc, je Ouais. pense que oui, il y a une part de personnalité qui joue, forcément, et aussi de notre éducation. Mm, Et même au sein d'une même famille, tu vois, mes frères et sœurs, on a les mêmes parents, ben, on n'a pas tous été éduqués de la même manière. On a les mêmes valeurs, mais notre personnalité, elle découle aussi de la manière dont on a été façonné un peu quand on était petit, quoi. mm. Donc ouais, je rebondis juste là-dessus parce que ça me semble important que tu le soulignes aussi, parce que parfois on peut se dire, ouais, mais pourquoi est-ce que lui, il est heureux et moi pas, alors qu'on fait les mêmes choses. Parfois, il y a des choses comme ça qu'on comprend pas, mais c'est pas de notre faute, en fait. C'est juste qu'il y a aussi des choses qui sont là et qu'on sait pas. Donc Et- voilà. Et pour répondre à ta question, c'est super intéressant tes questions parce que ça me fait une bonne introspection et que je sais pas s'il y a des choses qui se sont qui ont clairement changé dans mon quotidien. En tout cas, bon, pendant le confinement, tu vois, vu que j'étais en mode développement personnel, je voulais tester les trucs, donc je me levais à 6 heures tous les matins, je faisais, tu vois, Miracle Morning, etc. Genre, j'étais à fond, tu vois. Mes parents, ils étaient là, mais Valentine, tranquille, hein. Je dis non, non, mais moi je kiffe. Genre, tu vois, je m'habillais, je me maquillais, je mettais mes chaussures et tout, comme si j'allais partir au travail, etc. Non, j'étais. Mais ça m'a du coup conservé un bon état d'esprit aussi, je pense, ces routines-là. Et d'ailleurs, quand ça va moins bien, je me dis, mais comment est-ce que je peux faire pour de nouveau ressentir ces vibes-là du confinement où je me sentais bien? mm, Bah, le truc qu'il faut que je mette en place, c'est des routines, tu vois. Reprendre du temps le matin pour moi, pour faire autre chose que mon travail. Parce que ça, c'est un peu mon point, ma bête noire, on va dire, de genre qui je suis en dehors de ce que je fais. Et je pense que c'est le sujet aussi pour beaucoup de monde, tu vois. Même par exemple, quand on se présente, je suis comptable, je suis secrétaire. Généralement, on dit notre métier, tu vois. Tu fais quoi dans la vie? Bah, mais on est autre chose qu'un métier. Donc ça, c'est important pour moi, bah, cultiver ça, en fait, dans mon quotidien. Et après, non, ce qui a changé, c'est plus cette connexion avec moi-même, en fait, de réussir à faire l'exercice de me dire, OK, mais ça, est-ce que c'est moi ou est-ce que je joue un rôle? Et plutôt, est-ce que ce rôle-là me correspond? mm, Parce que je pense qu'on est toujours en train de jouer un rôle, même avec nous-mêmes parfois. Mais c'est juste de dire, tiens, est-ce qu'en fait, ça me correspond? Est-ce que c'est un rôle que j'ai envie de jouer? Une casquette, on parlait de casquette avant, une casquette que j'ai envie d'avoir, une étiquette que j'ai envie d'avoir, et à quel point est-ce que je peux me rapprocher jour après jour de ce qui est juste pour moi, en fait. Et surtout cette capacité aussi de... Alors, je pense que oui, c'est une capacité. Je crois que c'est aussi un trait naturel, mais que ça, tout le monde en est capable. Tu vois, aussi d'avoir de l'audace et de tester des choses. Moi, je sais que j'ai besoin d'expérimenter, comme on en a parlé avant, pour me dire, ça passe ou pas, tu vois. Je reste rarement longtemps dans le questionnement, mais ça, c'est une manière à chacun de fonctionner. ok, très bien. Parfait. Merci en tout cas pour ce retour aussi. La réflexion que je me faisais aussi, c'est est-ce que tu penses que le fait que le monde à ce moment-là était vachement au ralenti et que bah, tout le monde avait aussi plus ce temps-là de prendre du temps pour soi, de se découvrir, de même, enfin, je pense que ça a été le boomer de se réorienter, comment on dit déjà, de se, pas réorienter, mais de Se se, reconvertir. merci, de se reconvertir. Est-ce que tu penses que cette atmosphère-là t'a aidé aussi à justement, bah, toi, prendre ce temps? Parce qu'en fait, tu disais tout à l'heure que tu étais aussi dans le fonctionnement, des fois de pas arriver forcément à t'arrêter, etc. Et qu'il y a que bah, potentiellement quand l'environnement se met en pause, que bah, là, à ce moment-là, on a peut-être plus ce temps-là. Est-ce que tu dirais que toi, c'est quelque chose qui t'a aidé et qui, du coup,
te permet dans ces moments où, quand tu es peut-être trop dans le faire, de revenir justement à ce ralentissement grâce à cette expérimentation qu'on a eue avec le Covid ou pas forcément d'un autre point de vue. Oui, oui, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que avant je prenais pas forcément ce temps-là pour introspecter, on va dire, pour réfléchir à ce que moi je pense du quotidien et tout ça. Enfin, je suis quand même une personnalité assez introvertie où je réfléchis beaucoup par moi-même et où j'ai besoin de ces temps justement seul pour pouvoir assimiler tout ce qui est autour de moi. Donc je pense que c'est aussi un truc peut-être que je cultivais inconsciemment. Mais du coup, le fait d'avoir pu l'expérimenter pendant le Covid de manière consciente, bah, ça fait que maintenant, j'en ai conscience. Donc je sais que c'est un levier sur lequel je peux appuyer pour aller mieux, pour me sortir d'une situation. Et donc oui, je pense que ça, plus le burn-out de mon papa, c'était le combo gagnant pour trouver qu'est-ce que moi j'allais faire de ma vie, quoi. Après, c'est pas pour autant que tout a été fluide et dans le bonheur et la joie depuis, loin de là. Mais en tout cas, ça a été des éléments forts, oui, oui. Et je pense, comme tu l'as dit, que c'était un moment fort pour beaucoup de monde. Et où bah, là, les gens se sont dit qui je suis si je ne travaille pas parce que ben, beaucoup de jobs se sont arrêtés, ou même travailler à la maison, bah, tu es là aussi, ok, elle est où la limite, à quel point moi je m'arrête ou pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait aussi trop d'heures, parce que justement, le travail était partout. Donc je pense que c'était une très belle invitation de l'univers à nous dire, mais les petits gars, qu'est-ce que vous faites, quoi? Oui, c'est ça aussi tout à l'heure qui m'a fait penser à cette réflexion quand tu disais justement qu'on était vachement défini par ce qu'on fait en fait dans la vie et que c'est vrai que on a même ce réflexe et cet automatisme quand on rencontre quelqu'un de lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors que je sais plus sur quelle vidéo justement d'une... je devrais garder ces sources-là quand je m'en souviens pas malheureusement, mais je les note pas, ça m'apprendra. D'une personne qui disait, mais pourquoi on se demande pas tout simplement, t'en es où toi? Tu vois, t'en es où dans ta vie? Plutôt que bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois, principalement. Je trouve ça plus impactant parce que du coup, tu demandes plus à la personne si elle est déjà émotionnellement présente pour elle, si ça se passe bien, si elle a potentiellement peut-être des projets, que ça soit effectivement peut-être pro, mais aussi perso, que tout de suite se définir par un métier qui, en plus, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais pour la plupart, sauf pour des personnes plus ou moins comme nous qui ont envie de faire des choses qui ont du sens et qui, dans un sens, nous définissent aussi un peu plus parce que ça va avec notre caractère, notre trait de personnalité, nos passions, etc. Mais de base, les personnes qui font par exemple des métiers qui leur conviennent pas, et c'est quand même une grande majorité malheureusement encore à l'heure actuelle, et ben en fait, ils portent des masques. Enfin, en fait, c'est même pas du tout eux. Tu t'auras beau être par exemple comptable, mais ça se trouve ta passion c'est de faire du hard rock, tu vois, et personne ne le saura. Et en fait, ça te définit pas du tout. Donc, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on en soit encore à l'heure actuelle à se définir comme ça. Mais dans un sens, c'est bien aussi de le spécifier et de se dire que, bah, en fait, des fois, il y a simplement besoin de revenir à soi, de prendre ce temps-là et de se poser cette fameuse question qui est hyper impactante, comme tu disais tout à l'heure. Mais en fait, moi, je suis qui si je suis pas à mon travail, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, c'est ça. Et je me permets de rebondir sur la question. Moi, je t'avoue que quand tu l'as dit, j'étais là, ouais. En tout cas, elle fait pas écho en moi dans le sens où j'ai l'impression que ça envoie encore cette notion de on a des choses obligatoires à accomplir, tu vois. Mm. Genre, t'en es où? Ben oui, mais si je suis pas aussi loin que toi, qu'est-ce que je vais te répondre, tu vois? Si par exemple, j'en sais rien, je prends le cas des trentenaires, tu es là, mais j'en croise beaucoup en ce moment, le hasard, je ne sais pas, mais à dire, surtout les femmes, ben, par exemple, je dois me marier, je dois avoir des enfants, j'en suis où dans ma vie? Ben non, en fait, moi j'ai rien de tout ça et c'est pas ça que j'ai envie. Mm. Donc, tu vois, dans ce sens-là, ça fait moins écho. Par contre, je proposerais plutôt la question, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Parce que généralement, ça, c'est des choses qu'on sait. Et c'est même aussi des choses, je pense, qu'il est plus important à questionner aux enfants. Mm. De dire, ben, qu'est-ce que tu aimes faire au lieu de qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard. Genre, juste aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes faire? Et du coup, ben, tu parlais par exemple du comptable qui aime le hard rock. Ben, il va te dire qu'il kiffe le hard rock, tu vois. Mm. Et du coup, il aura aussi une énergie différente quand il va mener la conversation avec toi, puisqu'il va pas être en mode oh, je suis comptable, tu vois, et ça me fait chier mon travail en fait. Mm. Et je pense qu'il y a aussi ça, peut-être je sais pas si c'est une ouverture d'esprit ou quelque chose comme ça, mais c'est pas grave. Enfin, moi je pense que c'est ok d'avoir un job qui soit alimentaire si à côté on fait quelque chose qui nous fait kiffer, Mm. mais qui n'est pas spécialement rentable. Ouais. Mais
Ça, je pense aussi, j'en avais parlé, tu vois, avec une astrologue. Du coup, bon, là, c'est un autre prisme de conscience, on va dire, mais où si tu penses, par exemple, que bah, on a chacun une âme en nous et que notre âme, elle a une mission et qu'elle est là dans notre corps à nous aujourd'hui pour accomplir quelque chose, bah, on n'a pas forcément de job alimentaire parce que on a tous quelque chose qu'on peut faire qui est important pour le monde et pour lequel on peut être rémunéré. C'est un peu le truc de l'ikigai. Mais, mais c'est aussi OK d'être là où on en est aujourd'hui et juste de se dire, ben, qu'est-ce qui me rend heureux, c'est quoi que j'aime faire et essayer de faire le plus possible de ça finalement. Et justement, d'après toi, quelles seraient les raisons, on va dire, qui nous empêcheraient d'être heureux à l'heure actuelle dans nos vies? Le premier truc qui m'est venu, c'est le regard des autres, mais c'est à nuancer parce que je pense pas qu'on doit totalement éradiquer. Parce que c'est comme les étiquettes de tout à l'heure, les casquettes, ben, c'est aussi une manière en fait pour nous d'exister. Donc c'est pas mal en soi d'avoir le regard des autres, mais c'est plutôt notre regard sur le regard des autres. Parce que généralement, et c'est ça, je pense, ma réponse à ta question, c'est toutes les projections qu'on fait, en fait. Tout le film qu'on se raconte du lever au coucher et même pendant la nuit, tout ce film inconscient qu'on se fait, qu'on se projette, de dire ah mais si ça se passe comme ça, et lui il pense ça de moi, alors qu'en fait il me l'a pas dit vraiment, mais c'est juste moi qui projette que peut-être parce qu'il a levé un sourcil de travers, ça se passe pas correctement. Donc je pense que c'est vraiment ça qui nous rend malheureux, c'est tout notre esprit là, notre penseur, notre cerveau, quand il fait que penser tout seul et qu'il oublie déjà qu'il a un corps aussi, un cœur, qu'il y a d'autres choses qui lui envoient des signaux, des messages, une intuition, et que oui, on s'enferme à penser tout seul, ben, c'est notre ego, du coup, tu vois, c'est un peu la roue du hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne. Bah, il faut réussir à faire ce pas de côté pour respirer et puis prendre du recul sur les choses et se dire que ben, en fait, on n'est pas tout seul déjà. C'est important de le considérer parce que je trouve que on est dans une société très individualiste, mais ça n'a pas de bon parce qu'en fait, alors on se retrouve tout seul chez soi et on se fait des films à longueur de journée et on vit tous malheureux. Alors que quand on arrive à se connecter avec les autres et à se dire, OK, je sors de mon petit nombril, moi, je m'ouvre à l'autre, bah, j'ai aussi du coup des ressentis différents, des choses différentes qui viennent, je suis confrontée à d'autres perceptions de la réalité. Et ça aussi, c'est important parce qu'on oublie parfois qu'on ne voit pas tous les choses de la même manière, en fait. Moi, ça aussi, ça a été une grosse prise de conscience, mais qui est arrivée pendant le confinement, justement, en voyant que tout le monde ne le vivait pas de la même manière non plus, que bah, face à une même réalité, on a tous nos perceptions de la réalité, quoi. On a tous nos lunettes. Et ça, je trouve que dans des situations justement d'incompréhension ou de malheur, c'est important aussi de se le rappeler. En fait, là, c'est juste ma perception des choses. Et encore, est-ce que c'est cette perception-là à laquelle j'ai envie de m'accrocher ou est-ce qu'il n'y a pas une autre histoire que j'ai envie de croire de vrai, quoi. Mm. Oui, non, totalement. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport, tu vois, à ce mental, à cet ego qui fuse et qui justement nous emprisonne des fois dans ces fameuses perceptions ou dans ces fameux scénarios un peu qu'on peut se faire et qui des fois sont pas forcément, enfin pour la plupart même pas réels. Mais à l'inverse, je trouve que c'est quand même des fois, alors après c'est peut-être parce que je suis trop comme ça aussi, mais important quand même de se poser certaines questions et d'avoir, sans effectivement, enfin, en fait, il faut arriver à trouver le juste milieu. Il faut pas non plus que ça soit effectivement ce petit vélo qui est tout le temps en train de tourner et qui devient justement, je trouve pas mes mots, mais contre-productif, quoi. Parce que je trouve que, tu vois, les personnes qui se posent jamais de questions ou qui, justement, vont pas se remettre en question, qui vont tout le temps y aller en mode go, 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 et puis de toute façon, c'est comme ça et pas autrement, bah en fait, souvent, c'est ces personnes-là qui se réveillent un beau matin et qui se disent, OK, je suis pas heureux dans ma vie, en fait, ça me satisfait pas du tout. Comment ça se passe, en fait, qu'il faut un peu une crise de la quarantaine ou quoi que ce soit. C'est cliché, mais en vrai, c'est souvent ça. Ou alors qui finissent par, voilà, bah, tomber aussi en dépression. Burn-out, je trouve qu'après, c'est différent. Mais voilà, je pense que c'est quand même important aussi de pouvoir se questionner pour se reconnecter à soi et de toute manière revenir à ce que tu disais tout à l'heure, se poser aussi ces fameuses questions qui sont quand même existentielles, qui sont bonnes à savoir, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et pas tout simplement des fois se contenter en fait, tout simplement, et faire taire, tu vois, aussi ce mental. Parce que des fois, le mental, il est aussi positif, je trouve. Encore une fois, on l'amène dans le bon sens, quoi. Oui, oui, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de, c'est pas noir ou blanc, quoi. Et notre mental, il est hyper précieux.
mais pour sa fonction, justement, de se poser les bonnes questions. Et c'est clair que oui, si on lui accorde toutes les fonctions, c'est là où ça peut devenir un cercle vicieux, comme tu disais. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en plus, comme on dit, en se posant les bonnes questions, qu'on a les bonnes réponses. Et c'est en se posant les bonnes questions qu'on arrive à mettre de la conscience, justement, sur tous ces automatismes qu'on fait. Parce que le but, oui, c'est bien de, comme moi j'aime bien l'expression, prendre le pouvoir de sa vie. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est avoir de la conscience sur ce qu'on fait, sortir du pilote automatique, des voies toutes tracées, et du coup, bah, forcément, se questionner. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Comment je peux faire autrement? Tiens, là, quelle part de moi est-ce que je suis en train de rejeter et qui pourtant a besoin d'amour pour pouvoir grandir? Enfin, c'est toutes des questions importantes, tout à fait. Ouais, totalement. Et si jamais on n'arrive pas à se poser forcément, tu vois, les bonnes questions et à avoir les bonnes réponses, je pense que c'est aussi important de pouvoir, je sais pas si c'est quelque chose que tu as expérimenté, mais moi je le vois d'autant plus maintenant, c'est de revenir au corps. Tu vois, c'est con, mais c'est ne serait-ce comme on disait tout à l'heure, de ralentir, de prendre du temps pour soi, de respirer, d'aller marcher sans distraction, encore une fois, pour justement être avec soi. Et juste, bah, si à un moment donné on se sent paumé et qu'on n'a pas forcément de questions ou de réponses à ces questions, bah, le fait de revenir à soi, je trouve, et de revenir au corps permet à cette intuition de revenir plus naturellement et de savoir justement un petit peu plus les directions dans lesquelles on a envie d'aller. Parce que quand on est en pilote automatique, c'est ça aussi, c'est que des fois, en fait, on oublie tout simplement dans une sorte différente, de se questionner, mais pas vraiment se questionner, mais tu sais, de se questionner avec les ressentis, quoi, au niveau du corps. Oui, oui, c'est sûr, comme un petit check comme ça, bon, où ça en est là-bas et là-bas. C'est Mais ça. ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est super important. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le succès des fast-food, des réseaux sociaux, de tous ces trucs qu'on peut consommer vite, 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 c'est que c'est tout des points de fuite aux Mm, vraies questions qu'on se pose. Et donc rien que ça, c'est intéressant à observer. Quand j'ai envie de prendre mon téléphone pour scroller, tiens, est-ce que c'est un point de fuite? Ou est-ce que c'est parce que je trouve vraiment un intérêt? Rien que de ça, de se dire, OK, est-ce que c'est une fuite ou pas? Ça permet déjà de faire les choses différemment. Ou en tout cas de se dire, oui, c'est une fuite, là, j'ai juste besoin de décompresser et qu'on me foute la paix 2 minutes. Bah OK, mais alors au moins déjà je le fais en conscience. Et donc, on en retire un bénéfice aussi différent que si on reste dans ce pilote automatique, comme tu disais. Et c'est pareil avec la nourriture, quoi. Tout ce qui est problématique de nourriture émotionnelle, etc. Enfin, je ne suis pas du tout une spécialiste là-dedans, donc je ne vais pas trop en parler, mais tout le monde peut le voir. Quand on a envie de manger du sucre, bon, généralement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ou pareil, boire de l'alcool, ce mm. genre de choses. Et toutes les addictions sont créées parce qu'on est en train de fuir quelque chose, en fait. Donc, rien que ça, c'est aussi intéressant à observer. Et ce retour ouais, à la nature, au silence aussi. C'est des choses simples, hein, mais rien que le matin, par exemple, être en silence. Parfois, quand on aura envie de faire des trucs en musique, se dire, bon, tiens, et si là, je le faisais en silence, qu'est-ce que ça change? Tu l'as dit aussi, aller marcher sans aucune distraction, sans rien. Bah, déjà là, si tu coupes le bruit autour, t'entends mieux le bruit à l'intérieur, quoi. Mais pour certaines personnes, ça peut être très, très angoissant. Donc, bien sûr, après, il y a toutes ces choses qu'on peut faire tout seul, mais comme on le disait aussi avant, on ne vit pas tout seul. Donc, il y a aussi des personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Et c'est pas du tout un... On n'est pas nul ou faible si on va demander de l'aide ailleurs. Et non, complètement. Mais c'est vrai que ça peut avoir un aspect de combler un certain vide. Et donc de toujours se demander, bah, derrière ce vide, derrière cette peur, qu'est-ce qu'il y a en fait? De quoi est-ce que j'ai besoin en fait, tu vois, aujourd'hui? Finalement, on se la pose rarement cette question. Tu vois, on se demande, tu vois, on se disait tout à l'heure, on parlait de se définir, voilà, en se posant toute la question, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais je trouve qu'on va se poser, on va se demander par automatisme aussi comment ça va, mais pas réellement de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui. Tu vois, quand même, nous, on s'auto-questionne vis-à-vis de ça. Donc c'est vrai que ça peut être tout simplement bateau, encore une fois, mais c'est de revenir à cette simplicité, en fait, même de se questionner sur notre besoin, notre envie du moment. Or, des fois, encore une fois, pilote automatique, ça peut être aussi important, effectivement, de revenir à ça. Ouais, Et je- ouais, ouais, c'est vrai que des besoins, c'est hyper important. Je partage juste un petit truc aussi concret, peut-être. C'est, tu vois, par exemple, moi, quand je suis en train de râler ou j'en sais rien, ou qu'il y a des trucs qui vont pas, ou que ça y est, il y a un truc qui me plaît pas, du coup, je remets toute ma vie en question. Je me dis maintenant, OK, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je dois aller aux toilettes? Qu'est-ce qui ne va pas? Genre, tu vois, d'abord un check, comme tu disais, de mes besoins de base. Et quand je me dis, non, en fait, j'ai juste besoin de manger ou de boire un verre d'eau,
Ok, bon, du coup, je mets mes tracas de côté, je vais faire ça, et puis on verra après si c'est toujours là. Et ben, ça élimine 90% de mes problèmes, quoi. Parce que les problèmes, c'est pas des vrais problèmes, c'est juste mon corps qui est là, signaux d'alerte, mais on sait pas comment te le dire autrement qu'en te faisant penser n'importe quoi. Donc, va manger, et puis ça ira mieux. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, juste de revenir à ses besoins primitifs, en fait, tout simplement, ça peut résoudre pas mal de choses. Enfin, résoudre. Sur le moment, en tout cas. Et là où je voulais aussi apporter un autre petit tips aussi peut-être un peu plus concret, c'est que je pense que tu le sais, mais moi, ce qui m'aide beaucoup aussi dans ces moments-là, c'est d'écrire. Je sais qu'il y a des personnes qui le sont pas forcément, et encore une fois, c'est propre à chacun. Et puis, encore une fois, on peut trouver une manière différente de faire ces choses-là. Par exemple, si l'écriture, le journaling, ça convient pas, déjà, il y a plusieurs techniques de journaling. C'est pas juste des fois être là face à son carnet et pas savoir quoi mettre dedans. On peut aussi avoir du journaling guidé avec des questions ou autres. Mais on peut aussi très bien. Et il me semble que c'est ce que tu avais dû faire sur un épisode de podcast, si je dis pas de bêtises, mais bah, par exemple, prendre son téléphone et en fait s'enregistrer et déposer tout simplement ce qu'on a en fait alors j'allais pas dire par écrit du coup, mais par la voix. Ça peut être aussi quelque chose qui à un moment donné permet tout simplement bah, d'enlever un peu ce truc où des fois on a l'impression que c'est trop, c'est submergent, alors qu'en fait quand on enlève un petit peu tous ces nuages qui mettent le brouillard, bah, on se rend compte tout simplement, comme on se disait au début de l'épisode, que bah non, notre gratitude, notre bonheur, il est juste là, mais c'est juste que à ce moment-là, à l'instant même de notre vie, de notre situation, on s'est peut-être trop emmagasiné de choses qui a fait que bah, on voyait plus ça directement sous nos yeux, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais oui, oui, la voix, ça aide beaucoup, hein. Comme je le disais avant, moi, le nombre de fois où je me parle tout seul, ou même parfois, bon, j'habite toute seule dans mon appartement. Il y a des jours, par exemple, le week-end ou quoi, où je ne vais pas spécialement travailler ou quoi que ce soit, où j'arrive à être 13 14 heures et où je n'ai pas parlé de la journée, je suis là. Bonjour. Genre, je dis, enfin, déjà tous les matins quand je me lève, que j'allume la lumière, je suis là, bonjour. Tous les soirs, je me dis bonne nuit dans mon miroir, aussi pour dire, tu es là, t'existes, je te vois. Mais même parfois, tu es là, ok, il y a quelqu'un. Oui, ok, tu es là. Ok, on m'écoute. Et même, bon, c'est peut-être c'est le vice plus loin, mais ça va peut-être faire un peu schizophrène ce que je vais partager, mais je pense que ça peut aider peut-être. Tu vois, parfois, je suis dans mon lit le soir et j'arrive pas à m'endormir ou quoi. Bon, je parle toute seule. Je me dis, ok, bon, qu'est-ce qui va pas, machin, je m'explique le truc en français. Mais parfois, je le fais aussi en anglais. Ok. Et en fait, ça m'aide encore plus à prendre du recul. Parce que du coup, je dois traduire ce que je veux dire. Et donc, bah, ça me permet d'être au plus près de ce que je ressens vraiment, tu Mm. vois. C'est un peu tordu peut-être. Mais voilà, si ça fait écho avec certains, dans le pire des cas, ça fera rire. Mais ouais, ça aide en fait de réussir à se dissocier de nos pensées. Je pense que c'est ça aussi qui fait le succès de la méditation et tout ça. C'est juste de dire mes pensées sont là. C'est un mythe que de vouloir les arrêter, c'est pas possible. Mais juste, j'ai le droit d'en prendre de la distance et de choisir auquel de mes pensées j'ai envie d'accorder de l'importance. Ouais, totalement, et de pas se définir par ça. Non, non, mais en vrai, c'est pas schizophrène, hein. Je trouve que c'est plutôt même assez sain d'esprit de vouloir justement trouver des techniques et d'avoir cette prise de recul là différente pour dissocier de ses pensées. Donc écoute, si ça peut faire sens à d'autres personnes, au contraire. Moi, j'aimerais aussi te demander, du coup, pour conclure un petit peu au niveau de cet épisode, si tu avais, alors j'allais dire trois conseils, mais bien évidemment, on se limite pas à trois, ou même si tu en as moins ou plus, enfin voilà, au contraire indispensable, on va dire, pour aider les personnes justement à un petit peu plus bah, switcher de ce côté-là et s'autoriser enfin à être heureux dans leur vie, lesquels tu partagerais toi du coup? Le premier que j'ai envie de dire, c'est de oser, de faire preuve d'audace, en fait. On a tous et toutes, je pense, cette petite voix soit qui nous dit ça, j'aimerais bien le faire, ou ça, j'en veux plus, parce que parfois, on ne sait pas du tout ce qu'on a envie de faire. Mais justement, de réussir à écouter ça et d'avoir l'audace d'agir dans ce sens-là. Que ce soit quitter quelque chose qu'on ne veut plus, tester quelque chose de nouveau, demander à quelqu'un de l'aide. En fait, juste de s'autoriser à faire l'action qui va nous faire du bien, ou en tout cas, oui, qui va nous permettre de débloquer notre situation aujourd'hui. Ça, je pense que c'est quelque chose de hyper précieux parce qu'en fait, on en revient à cette notion d'expérimentation, mais surtout de mise en mouvement. Mm. Et ça prend aussi des dimensions peut-être un peu spirituelles, mais tu vois, rien que cette mise en mouvement dans le quotidien, on a parlé beaucoup de ça aussi,
le fait de bouger, de changer de posture, de changer de physiologie, ça fait aussi circuler nos énergies différemment, nos pensées différemment, ça décroche notre cerveau de son fil rouge de rumination, et du coup, ça nous permet de pouvoir poser des actions différentes. Donc, première chose, c'est ça, c'est oser agir, oser avancer, aller vers l'inconnu, qui peut parfois faire peur, mais si on n'y va pas, bah, on ne saura jamais, dans tous les cas. Donc, moi, j'aime bien me répéter, bah, dans le pire des cas, qu'est-ce que je risque? C'est un non, ou c'est que ça marche pas, mais au moins, j'aurais essayé, j'aurais eu plus d'infos que si je fais rien, bah, dans tous les cas, ça marche pas. Donc c'est déjà ça, ce premier truc. Euh, et puis, c'est peut-être bateau, mais aussi réussir à s'entourer des bonnes personnes. Mm. Ça, c'est un truc très précieux. Parce que bah, forcément, si tu es dans un environnement de travail avec des collègues qui râlent toute la journée, qui se plaignent du patron, moi, je dis un peu les clichés, mais c'est malheureusement ce que beaucoup de personnes vivent, bah, forcément, ça ne te tire pas vers le haut non plus. Donc, comment est-ce que tu peux te créer, toi, tes jardins du bonheur, quoi, des gens qui ont aussi envie de partager. Et j'en parlais l'autre fois avec une cliente que j'accompagne, mais je lui dis, OK, là aujourd'hui, ta situation, elle est difficile à changer. Ça va prendre du temps de te reconvertir, de changer de travail, etc. Mais qu'est-ce que là, aujourd'hui, déjà, tu peux faire de différent, d'améliorer un petit peu? Par exemple, écouter des podcasts, des interviews, des personnes qui inspirent. C'est aussi, en fait, un environnement qui est différent. Donc ça, c'est important, je trouve, de l'entourage. Et du coup, ça peut même être un troisième point de notre environnement. Qu'est-ce qu'on met dedans? Et que ce soit notre environnement extérieur, ben, notre famille, nos amis, notre maison, comment est-ce qu'elle est occupée. Moi, je sais aussi ce qui me fait du bien, c'est de ranger, d'avoir un environnement extérieur propre. Bah, ça fait aussi un intérieur rangé et propre. Mm. Donc ça aussi, tiens, peut-être qu'il y a trop de choses, trop d'accumulation, des trucs qu'on peut jeter, faire du tri à l'extérieur, bah, ça aide aussi à l'intérieur. Donc c'est tout notre environnement là. Et puis aussi, comment est-ce qu'on remplit notre espace? C'est la même chose, notre environnement, mais aussi notre espace-temps. Mm. C'est ce qu'on disait avant, hein, ça fait la conclusion, mais euh, C'est ce que l'on. si je me c'est ça, comme je pense que c'est toi qui as dit ça avant, tu vois, tu te lèves à 9 heures alors que tu commences à travailler à 9h10 par exemple, pendant le confinement, ou des gens qui font encore du télétravail, ou tu te lèves à ton réveil tout juste, que tu as le temps de t'habiller, vite manger un truc et partir au travail, bah, peut-être comment tu peux commencer ta journée autrement, en t'accordant du temps pour toi, pour faire par exemple du journaling, comme tu as dit, ou une petite balade, ou une méditation, quelque chose qui fait du bien, quoi. Chacun son truc, mais Mm. même ça. Juste avancer le réveil de 15 minutes pour avoir ces 15 minutes-là pour soi, ça change déjà beaucoup aussi. Oui, totalement. Et puis, comme on disait aussi tout à l'heure, parce que je rebondis vachement sur ce que tu disais par l'environnement et par rapport à ce qu'on y met dedans dans notre espace, comment on le nourrit, etc. Mais aussi, forcément, encore une fois, de ce qu'on va écouter, comme tu disais au niveau des podcasts, mais par rapport aux réseaux sociaux. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, à un moment donné, si on est tout le temps en train de scroller, etc., alors oui, enfin, il y a un vide à combler, mais ça nous rend pas heureux. Enfin, certes, ça nous met de la dopamine sur le moment, mais en fait, c'est du plaisir à court terme, mais sur le plaisir à long terme, vu que ça demande plus d'efforts et vu que ça demande de plus sortir de sa zone de confort, comme je disais tout à l'heure aussi, et ben, faut aussi se rendre compte que peut-être que ces mauvaises habitudes-là, elles nous rendent pas finalement si heureux que ça et qu'au contraire, en plus, après, on se met à se comparer, etc. Donc, non, je te rejoins totalement. C'est hyper important, son environnement, que ça englobe les personnes, que ça englobe comment on l'écoute, comment on nourrit, si on écoute les infos aussi, qui sont tout le temps des fois anxiogènes. Enfin, voilà, ces choses-là. Donc non, ouais, tout à fait. Je pense que ça fait Je pense que même je le mettrai en pole position. Mm. Moi, je Ouais, me ouais, rends ouais. compte vraiment que ces derniers mois, ces dernières années même, je me rendais vraiment pas compte de la puissance et de l'impact que l'environnement pouvait avoir. Et encore une fois, quand on dit environnement, on englobe tout ce dont on vient de parler. Donc ouais, non, totalement. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que par rapport aux habitudes, juste un petit truc concret, encore une fois, parfois on peut dire c'est difficile. Ouais, si par exemple j'ai l'habitude tous les soirs de scroller sur mon téléphone avant de m'endormir, bah si j'arrête, il peut aussi de nouveau avoir un vide. Donc moi, je vous conseille vraiment, c'est juste de le remplacer par autre chose. De dire, bah ok, tiens, à la place de ça, qu'est-ce que je peux faire? Et pareil, les changements radicaux, généralement, c'est compliqué à tenir, sauf si on a un déménagement ou quelque chose, vraiment un gros changement. Mais ça peut être de dire, bon, ok, j'ai l'habitude de scroller 2 heures chaque soir avant de m'endormir. Bah, peut-être que là, ok, je prends mon téléphone 15 minutes et Mm. après, je prends un livre plutôt. Et de diminuer comme ça au fur et à mesure de réussir De- à être indulgent envers soi aussi dans ces changements-là. Sinon, ça peut faire carrément l'effet inverse. Mais,
Oui, c'est vrai, c'est un peu comme tous les régimes ou les trucs un peu restrictifs, quoi. Finalement, si on est trop privé, au bout d'un moment donné, on craque et en fait, on se dit, bon, bah, quoi bon, au bout d'un moment donné, c'est bon, ça fonctionne pas, ça fait 2 jours que j'en peux plus. Donc, non, c'est sûr. Après, il existe aussi, si on en vient au téléphone, et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'ai fait j'ai enregistré un épisode de podcast il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, sur justement comment s'occuper autrement qu'avec les réseaux ou avec le téléphone. Mais il y a aussi la technique, tu sais, de mettre des limitations sur ton téléphone aussi, temps d'écran, etc. Et juste d'ailleurs, je vous invite à regarder, franchement, si vous êtes encore là et que vous nous écoutez, à regarder dans vos réglages le temps que vous êtes sur votre téléphone. Enfin, voilà, de voir le temps et de justement en prendre conscience et de vous dire, bah, peut-être que ça peut jouer aussi indirectement sur ma manière d'être, sur mon énergie et indirectement aussi sur mon bonheur, tout simplement, à court terme, comme on disait tout à l'heure. Donc, merci pour ces conseils-là, Valentine. Est-ce que tu vois une autre chose à nous partager ou peut-être revenir sur quelque chose dont on a parlé et qui est à retenir jusqu'à là? Un point qui est intéressant par rapport, tu vois, à la manière dont on a pensé cet épisode, tu vois, de s'autoriser à être heureux. Je pense que c'est vraiment une autorisation à se faire et qui n'est pas simple dans notre société aujourd'hui, dans le sens où bah, c'est en fait le malheur qui est valorisé. Mm. Et c'est même une question vraiment d'appartenance à un groupe où quand tu arrives dans un groupe, pour l'avoir vécu moi-même, hein, et c'est encore un apprentissage sur le sujet, de moi aussi m'autoriser à vivre mon bonheur pleinement, pas juste toute seule dans mon appartement, c'est super, mais généralement on a envie de le partager. Mm. Euh, et en fait, généralement quand on est dans des groupes et que tout le monde se plaint, en fait, c'est le malheur qui est valorisé et qui fait partie de ce truc social parce que du coup, on va avoir envie de rassurer l'autre, machin. Puis on tombe facilement dans le triangle de Cartman, là, victime, bourreau, sauveur, machin. Et en fait, c'est ça qui entretient nos relations sociales. Je sais pas si toi, tu l'as déjà observé, mais c'est fou de voir parfois que, en fait, nos sujets de conversation avec les autres sont sur le malheur, soit de nous-mêmes ou du monde. Mais à quel moment est-ce que la place est là à ce qui va bien, à ce pour quoi on a de la gratitude, à ce qu'on aime faire, ah, des prises de conscience géniales qu'on a eues, super. C'est très rare en fait. Mm. Et donc, je voulais juste souligner ça aussi dans le sens où soyez fiers de faire l'effort d'être heureux et de le propager petit à petit parce que ça demande plus d'énergie en fait que d'être malheureux. Donc, c'est aussi important qu'on puisse être des cultivateurs de bonheur d'une certaine manière pour semer ces graines-là aux autres aussi et de juste faire en sorte que ça s'inverse. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Mais voilà, ça peut expliquer parfois, on peut être heureux et frustré, mais en fait, c'est aussi d'un côté normal. Enfin, en tout cas, c'est juste, je pense, important à avoir en conscience pour se dire que c'est pas nous qui avons un problème. C'est peut-être que, bah, encore une fois, on en revient à ça, à l'environnement et l'entourage, mais peut-être qu'on n'est pas au bon endroit ou voilà quoi. Et comment on peut aussi, si on a toute cette dose de bonheur en nous, le partager différemment. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que par moments, des fois, on peut peut-être ne pas oser s'esclaffer de joie ou de bonheur face à une personne qui justement nous raconte ses malheurs, mais pourtant, comme tu dis, et je vais aussi le ressouligner, oser en fait le faire aussi, parce que peut-être que cette personne, ça va en fait lui faire grave du bien de ressentir votre joie, votre énergie, d'avoir cette bonne vibe, cette bonne nouvelle, peu importe. C'est vrai que des fois, on a tendance à s'effacer un peu, à se dire c'est pas le bon moment, enfin là je suis là pour elle, je l'écoute dans son malheur, mais c'est vrai que tu as raison, enfin, comme tu dis, à un moment donné, il faut aussi pouvoir le mettre en avant pour le cultiver autour de nous et le cultiver au plus grand nombre après, effectivement, et rentrer dans un cercle vertueux, totalement. Donc Oui, merci. c'est sûr. Oui, et puis c'est l'approche aussi qui change, tu vois. Si je viens auprès de quelqu'un pour lui dire: «Ah, regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis trop content» et que lui, il va pas bien, bon, OK. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas lui dire: «Tiens, j'ai envie de te partager cette bonne nouvelle, j'espère que ça va aussi te faire du bien». Bah, déjà, l'approche, elle est différente. Donc là aussi, mais bon, après, on pourrait faire des épisodes de 3 heures sinon, mais Super. Merci beaucoup en tout cas Valentine pour tout ton partage. Franchement, j'ai trouvé ça hyper enrichissant encore une fois. Et j'ai une dernière petite question et il me semble que d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, tu poses à peu près la même question sur tes interviews de podcast, donc tu vas sûrement te reconnaître là-dedans. Mais j'aime bien demander justement à la fin aussi de l'épisode si tu avais toi aussi une personne à me recommander à inviter sur mon podcast. Donc bien évidemment,
qui serait plus dans ma thématique, tu vois, de bien-être, d'épanouissement, de santé mentale, etc. Si tu penses à quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs, bien évidemment. Bah, forcément, je pense à Inès et Ludovic, mais ils sont pas exactement dans la santé mentale, mais ils sont coachs tous les deux mindset et tout ça. Après, si, il y a Marine Francisco. Oui, Je sais pas si tu oui, vois. oui, oui, je vois beaucoup, j'aime beaucoup effectivement cet épisode de podcast également. Oui, Marine Francisco et aussi Sarah Rocher. Sarah Rocher, je crois pas par contre. Elle était fort active à un moment, elle fait de la méditation, Ok. euh, du Reiki et tout ça. En tout cas, toutes les deux, bon, elles sont potes, hein. Du coup, je te recommande vraiment d'inviter Marine Francisco, qui a aussi d'ailleurs lancé son podcast Dis-le tout haut, lié à la santé mentale. Et moi, j'avais eu la chance aussi de la recevoir pour une interview et elle a un parcours de vie super enrichissant. C'est aussi une nana qui déconstruit tout. En plus, là, elle vient d'avoir 30 ans, elle s'est rasé la tête. Enfin, je pense qu'elle a des choses à raconter. Donc ça peut être une chouette personne à interviewer. Mais ça tombe bien que tu me parles d'elle parce que je l'avais déjà plus ou moins un peu spotée, tu vois, dans les personnes que j'aimerais bien. Donc ça conforte, effectivement. Merci beaucoup en tout cas pour cette recommandation et merci encore une fois pour tous tes partages et pour cet épisode. Vraiment, ça a été un super moment. Donc merci Valentine pour ça. Bah écoute, avec grand plaisir, j'ai beaucoup aimé notre échange et j'espère que ça pourra résonner auprès de celles et ceux qui nous écoutent. J'espère aussi, en tout cas. Vous n'hésiterez pas à nous dire si cet épisode a résonné pour vous. Vous n'hésitez pas aussi si vous voulez nous envoyer des messages. Ce sera avec grand plaisir. Je remettrai aussi toutes les infos pour retrouver Valentine dans le descriptif de l'épisode. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.